Allô, vous m'entendez? Oui, Ok, cool. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter. Je m'appelle Abdoulaye Diallo. Je suis data scientist à la Sonatel, et consultant NLP chez DataBiz. Donc, je suis là aujourd'hui pour faire une initiation au hackathon. Donc, ça va être une sorte de kickstart pour l'année 2023. On va entamer les hackathons. Donc, je vais commencer par vous présenter la plateforme Kaggle. Donc, pour la plupart des gens, quand on parle de Kaggle, bon, ils pensent à ça en fait, au dataset. C'est l'endroit où je vais aller télécharger des datasets pour faire mes projets de data science. Or que Kaggle, c'est pas juste ça en fait. Il y a ce qu'on appelle les Kaggle kernels, comme maintenant, bon, qu'on appelle Kaggle Notebook, qui nous permettent en fait d'exécuter nos notebooks et nous donnent aussi des puissances de calcul, des CPU et aussi des TPU. Donc, moi, à la base, j'utilisais des Kaggle pour ça. J'étais pas trop compétition. Donc là, c'est le home en fait. On peut aller voir son profil. Comme vous le voyez, bon, on va faire une petite description avec mettre des liens GitHub, Twitter, si on veut LinkedIn. Donc il faut savoir que Kaggle, ce qu'on appelle des classements. Donc là, moi actuellement, je suis competition contributor. Mais quand on clique dessus, on voit que il y a différents niveaux d'expertise en fait. Bon, il y a le niveau novice, c'est le plus bas de l'échelle. Il y a le niveau contributor, il y a le niveau expert, le niveau master et il y a le niveau Kaggle Grand Master. Donc, ces niveaux-là, on les atteint en fonction des choses qu'on a réalisées dans la plateforme. Par exemple, pour le niveau master, euh, voilà, là, il y a une description. Pour le niveau contributeur, donc, il suffit d'exécuter un notebook, faire une submission, faire un commentaire, par exemple, et faire un upvote d'un notebook. Donc, je vais revenir sur ça après. Qu'est-ce que c'est qu'un upvote? Bon, pour ce qui est du niveau expert, euh, pour les compétitions, il faut avoir 2 médailles de bronze. Euh, pour les datasets, 3 médailles de bronze, les notebooks et les discussions. Donc, master aussi, voilà, en fait, les différents critères qu'il faut remplir pour atteindre ce niveau-là. Et Grand Master, bon, c'est le niveau le plus élevé, en fait. Et là, il faut avoir 5 médailles d'or pour ce qui est des compétitions et un solo gold medal. J'ai remporté une compétition en solo. Donc, voilà, c'est les 4 niveaux. J'espère que d'ici la fin de l'année, bon, on va pouvoir évoluer et atteindre ces niveaux-là, au moins expert et master, au fur et à mesure qu'on va participer à ces compétitions-là. Donc là, il y a la partie compétition. J'espère qu'il n'y a pas des échos derrière. Allô? Allô? alors oui, on t'entend, on continue. Ok, cool. Donc là, on va au niveau des compétitions. Donc là, par exemple, moi, dans mon cas actuellement, je suis engagé dans ces compétitions-là, comme vous pouvez le voir. Playground Series, que j'ai découvert récemment avec Ismaël. Et donc, nous, on va se concentrer sur cette compétition-là. Learning Equality Curriculum Recommendation. Donc, cette compétition, bon, j'avais fait un petit slide qui explique qu'est-ce que ça fait concrètement. Vous le voyez le slide ou pas? Non, vous le voyez Pas encore, non. pas. Ok, attends, je change. Je pense que vous le voyez, hein, le slide. Oui, tu peux passer en mode plein écran. Ok. Passer en mode plan écran, est-ce que c'est possible? En fait. Peut-être dans l'affichage. Non, il va proposer. Hein. C'est pas grave, on peut continuer ainsi en fait. Donc voilà, la compétition, c'est Learning Equality Curriculum Recommendation. C'est comme ça que ça s'appelle en fait. Et là, bon, j'ai un peu fait un petit, je dirais, traduction en fait.
du contexte. Donc, chaque pays du monde a sa propre structure éducative, objectif d'apprentissage. La plupart des documents sont classés par rapport à un système national ou ne sont pas organisés de manière à faciliter la découverte. Donc, le processus d'adaptation des programmes d'études, l'organisation des ressources éducatives en fonction des normes est difficile car ils varient selon les contextes nationaux. Donc, bon, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, si par exemple tu es un professeur et que tu veux utiliser des ressources qui sont en ligne, open source et disponibles, et que tu veux les aligner par rapport au programme de ton système éducatif, tu peux utiliser cette plateforme-là qui peut t'aider dans cette quête-là, quoi. Donc, le contenu ouvert enrichit l'apprentissage et a un impact positif sur les apprenants et les éducateurs du monde entier. Donc là, c'est un peu pratique. Lorsque les éducateurs doivent utiliser des supports d'apprentissage ouverts, créés ailleurs, triés au grand nombre de documents et les aligner sur leurs propres normes d'enseignement, peut prendre du temps et nécessite beaucoup de ressources. Donc, l'organisateur, c'est Learning Equality. J'avais créé un lien qui mène vers le site. Donc, il travaille sur un outil de développement qui peut semi-automatiser le processus d'alignement du curriculum. Donc, l'objectif de cette compétition, c'est quoi? C'est de créer, comment dirais-je, un système de recommandation qui va permettre au professeur, qui en partant d'un sujet, on va lui proposer des contenus en fait adéquats au sujet qu'il va montrer à ses élèves en fait. Par exemple, si tu es un prof de maths, tu peux aller sur leur site et taper maths et aussi mettre la langue et tu as un ensemble de contenus qui t'est proposé. Peut-être après, je vais vous montrer. Bon, ce qui est attendu du Kaggle, c'est ça. Donc, le Kaggle utilisera un ensemble de données, de centaines de milliers de corrélations entre des sujets et des éléments spécifiques. Et il sera chargé de développer et de former de nouveaux algorithmes pour améliorer ce système de recommandation qu'ils ont déjà. Donc, voilà, la solution gagnante. Learning Equality va l'utiliser pour créer un prototype. Un prototype peut aider à améliorer en fait le processus d'alignement. Donc voilà, le challenge en lui-même a un impact positif sur des millions d'apprenants en fait. Et je pense que ça fait partie des choses pour lesquelles on fait de la data science. Donc ça, c'est un peu bon pour vous parler du challenge. Euh, maintenant, je vais vous partager le notebook. Donc là, c'est un notebook qui va, bon, du Exploratory Data Analysis. On va juste essayer de se familiariser avec les données. Je l'ai rendu public en fait, donc si vous voulez l'utiliser, vous pouvez venir ici, compétition, et cliquer sur Learning Equality. Venir ici au niveau du code. Et voilà, donc sur la barre de recherche, tapez Galsen AI. Donc là vous verrez le notebook que vous pouvez utiliser. Donc je vais d'abord vous montrer de quoi parle le notebook. Après, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser en fait. Donc là, on va commencer par installer des dépendances. Polar, Tulip et Spacy. Bon, Polar, c'est une librairie en fait qui vient un peu remplacer Pandas. C'est une librairie qui est écrite avec Rust, donc c'est assez rapide. Et bon, maintenant, je compte bien l'utiliser. Donc là, on importe nos différentes librairies. Et bon, ici, on va télécharger les données. Et voilà, donc on va voir les premières observations. On a un tableau pour ce qui est des topics. Il y a ce qu'on appelle les topics. Il y a un tableau content, le contenu. Les topics, c'est les sujets. Et il y a un tableau qui est appelé, c'est-à-dire chaque sujet est associé à un contenu ou des contenus en fait. Donc là, on voit le tableau des sujets. Il est constitué d'un ID, d'un titre, de la description du sujet
du channel, de la catégorie en fait, et du niveau. Il y a aussi une partie langue. Et là, ça parle des parents en fait. Parce que en fait, c'est organisé comme une forme d'arbre. Chaque arbre est associé, chaque feuille est associée à un parent. Voilà. Donc là, on a une variable has content. Est-ce que le sujet a un contenu ou pas? Donc là, on voit que c'est un booléen, true ou false. Ok. Donc là, on fait un peu de pre-processing en éliminant, comment dirais-je, les valeurs nulles par des chaînes vides. On remplace les valeurs nulles par des chaînes vides. Bon, là, c'est des statistiques basiques. Pour le tableau contenu, il est constitué d'un ID, d'un titre, d'une description, kind, c'est-à-dire quel genre de contenu, si c'est un contenu de vidéo ou de document ou une page HTML basique, quoi. Et là, bon, il y a la langue utilisée, soit c'est du français, de l'espagnol, ça dépend en fait. Et là, c'est la tableau des corrélations, comme je vous l'avais dit. Chaque ID, chaque sujet est associé à un ou plusieurs contenus en fait. Donc là, c'est ce tableau-là, le tableau des corrélations. Donc voilà. On voit un peu le nombre d'observations du tableau contenu en 154 047 observations. Et pour ce qui est des sujets, on en a 76 972. Donc là, à partir de là, on peut déjà tirer des conclusions. Chaque sujet est associé à un ou plusieurs sujets en fait. C'est comme une relation dans une base de données. Et aussi, voilà, chaque contenu peut être potentiellement associé à un ou plusieurs topics. Donc là, on va faire une analyse exploratoire des langues qui sont utilisées. Donc voilà, il y a 27 langues. Il y a de l'arabe, de l'espagnol, de l'anglais, du français, etc. Donc voilà. Donc là, c'est un diagramme circulaire qui montre un peu la répartition des langues en fait. On a 42% d'anglais. Il y a aussi de l'espagnol à 20% majoritairement. Et aussi du français. Il y a un peu du portugais. Donc les autres, c'est des langues mineures, quoi. Comme on peut le voir ici. Ok. Donc là, bon, j'essaie d'effectuer une analyse textuelle. Donc là, j'ai utilisé un tokenizer qui est multilingual en fait. Donc, il va utiliser plusieurs langues. Mais pour, par exemple, le chinois, l'arabe et le français, bon, j'ai dû utiliser des tokenizers spécifiques en fait, sur Spacie. Donc, voilà. Tokenizer. Donc là, on va voir la répartition en fait des tokens ou du nombre de caractères en fonction du nombre de textes en fait. Diagramme en bas. Donc là, j'ai fait une analyse sur les sujets. On a 76 972 sujets uniques en fait. Ok. Le nombre de sujets. Voilà, donc là, PreShow nous montre en fait les différents sujets qui sont les plus utilisés par le dataset.
Donc ici, vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup de sujets sur les langages de programmation. Il y a le Java, JavaScript qui revient beaucoup, Android. Et aussi, comment dire, quelques sujets de maths en fait. Et là, c'est en fonction des langues. Donc, par exemple, là, ça parle de physique. Comme vous le voyez là, il y a beaucoup de langues, beaucoup de sujets sur la programmation. Ok. Donc là, bon, on va essayer de parler du genre de contenu en fait qu'il y a dans la plateforme. Donc quand on fait une analyse, on se rend compte qu'il y a cinq genres de contenus qui sont proposés. Il y a HTML5, bon là je pense qu'il parle de page web en fait. Il y a aussi du contenu vidéo, des exercices, des documents et des audios. Donc on va essayer de... Excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas des échos derrière. C'est pas grave, on peut faire avec. Parce que là, je suis chez moi en fait, donc je m'excuse par rapport à ça. Donc là, on voit un peu la répartition en fait du genre de contenu qu'il y a. Il y a du contenu, il y a du vidéo, de l'audio, des exercices, des pages HTML et des documents. Donc voilà. Donc là, bon, depuis les 4 premières langues, anglais, espagnol, français, portugais, qui sont les 4 principales langues en fait utilisées dans la plateforme. Et les autres langues, bon, je les ai appelées others. Donc à partir de là, on peut arriver à faire cette visualisation-là. La répartition des pages HTML en fonction des langues. Voilà, pour l'espagnol. Il y a aussi des vidéos. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a presque pas d'audio en fait. Pour certaines langues, comme l'espagnol et le portugais, il n'y a pas d'audio. Et il y a peu d'audio, beaucoup de pages web, des contenus vidéo, des exercices, donc principalement. Et là, c'était juste, voilà, une diagramme circulaire en fonction des langues, en fait, pour voir la répartition. Donc, ça, c'est pour le notebook qui fait Exploratory Data Analysis pour cette compétition-là. Donc, si par exemple, disons que vous voulez créer une équipe, par exemple, parce qu'on va créer des équipes, donc il faut venir ici. Par exemple, là, moi, j'ai créé une équipe, j'ai appelé Galsenea Hackathon Plume 1. Et là, j'ai fait une petite description de l'équipe. Et voilà. Donc, si je voulais inviter quelqu'un, par exemple, je viens ici et je tape son nom. Pour l'instant, Ismaël, est-ce que tu peux me donner ton username sur Kaggle? Ismaël Asek, tout collé. Ismaël, ok. Ismaël. Voilà. Donc, par exemple, si je voulais inviter Ismaël, bon. C'est pas lui, hein? Ah, c'est pas lui, hein? Ok. Donc, vas-y, continue. Ismaël. Donc, voilà, quoi. C'est juste. ILA. IL. Ok. Ismaël. Bon, je sais pas pourquoi. C'est avec un. Bon, sinon, on verra après. On verra après. Bon, c'est juste pour montrer, en fait, l'exemple. C'est juste un exemple. Voilà. Si vous voulez envoyer des invitations pour qu'une personne puisse rejoindre votre équipe. Parce qu'en fait, nous, on a pensé à ce que, même dans notre communauté, on s'organise en équipe en fonction des affinités des uns et des autres. Après, voilà, à la fin de la compétition, on va avoir bon, ce qu'on pourrait appeler un private leaderboard. On va essayer de voir quelles sont les équipes qui ont le plus performé dans la compétition. Et on va échanger entre nous, on va voir quels sont les modèles qu'ils ont utilisés, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Et bon, j'espère qu'une de nos équipes va remporter, va bien se positionner sur la compétition et peut-être pourquoi pas remporter.
Donc là, c'est pour les équipes. Donc si vous vouliez par exemple faire votre première submission sur la plateforme, bon, vous pouvez venir ici. Donc là, il y a les notebooks qui sont partagés. Donc voilà, moi par exemple, j'ai utilisé ce notebook-là pour faire ma première submission. Donc on voit que là, son score est de 0,44. Donc voilà, tu peux juste venir ici et faire un copy and edit sur ce notebook-là. Donc voilà, là il s'agit juste d'exécuter en fait le notebook et venir ici pour soumettre son notebook. Donc il faut savoir qu'il y a deux façons de soumettre sur Kaggle en fait. Il y a des compétitions qui vont juste prendre le fichier submission.csv que tu vas envoyer en fait. Et il y a d'autres compétitions comme celui-là qui va prendre en fait le notebook. Donc si je devais faire un submit ici, je clique sur ce bouton-là et il va prendre en fait le notebook en entier et il va l'exécuter et il va prendre en fait le fichier CSV. Et après, il va te donner ton score. Donc voilà. Je ne vais pas l'exécuter parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc c'était juste pour montrer comment on fait la soumission sur Kaggle. Donc on revient. Donc au niveau de la compétition, après avoir fait la soumission, il faut venir ici au niveau du leaderboard. Et là, on va essayer on va voir en fait où est-ce qu'on se situe sur le leaderboard en fait. Donc, normalement, il y a un bouton sur lequel tu dois cliquer qui va te montrer ta position. Donc là, je dois être dans les environs. Voilà. Donc, actuellement, je suis là, 108e place. Donc là, c'était juste pour vous montrer comment on fait la soumission. Et après, bon, c'est à vous de vous familiariser avec les données et utiliser vos propres modèles en fait. Voilà. Donc je pense que c'est ça en gros ce que j'avais à présenter. Si Ismaël a quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Après, une suggestion, c'est vraiment de rejoindre le channel Slack où on pourra discuter et pouvoir discuter entre nous. Après, on va quand même essayer de respecter les règles de Kaggle qui sont que on ne peut pas partager de notebook entre différentes équipes, sauf si les notebooks sont publics. Bon, on va essayer de respecter ça. Donc, si on veut vraiment... C'est pour ça que, d'ailleurs, Abdoulaye, c'est bien qu'il ait mis son notebook en public. Comme ça, à chaque fois qu'on voudra discuter autour d'un notebook entre différentes équipes, on pourra le rendre public et ça profitera à tout le monde. Effectivement. Donc, je vais essayer de montrer notre Slack. Comme ça, on partage. Oui, si tu peux mettre le lien d'invitation dans le groupe, voilà. Voilà, Merci. je pense que Voilà. Dergan l'a mis. Donc là, bon. Là, c'est notre lien Slack en fait. Donc, je voulais vous partager un livre en fait qui parle de Kaggle. Bon, je ne sais pas si vous êtes très libre. Moi, j'aime bien lire des livres en fait. Après, bon, chacun ses prédispositions, je suppose. Donc là, c'est un livre intitulé Kaggle, Book Data Analysis. Je le partage déjà sur le lien. Donc, attends. Ok. Voilà, donc voilà le livre dont je te parlais, Ismaël. Oui, The Kaggle Book, ouais, j'en ai entendu parler. Voilà, donc c'est un livre qui est assez récent, je pense qu'il est sorti en 2022, en 2022, si je dis pas n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur livre qui peut vous présenter la plateforme. Comment est-ce que Kaggle peut vous aider à, par exemple, trouver votre premier emploi? Si vous êtes étudiant, ça peut vous aider, par exemple, à vous démarquer des autres, en fait.
Parce que quand on sort d'une école, on a en général les mêmes expériences de travail ou les mêmes projets qu'on a réalisés avec les autres. Donc, Kaggle, ça peut vous permettre de vous démarquer des autres. Si vous travaillez déjà, si vous êtes déjà dans le milieu de la data science, Kaggle, ça peut vous permettre aussi de continuer à rester up-to-date avec les derniers modèles qui sortent en fait. Parce qu'il faut savoir que des modèles comme les XGBoost ont pris naissance sur cette plateforme-là. Donc, voilà, c'est vraiment des modèles state of the art qu'on utilise ici. Et ça peut vous permettre vraiment de booster votre carrière en fait. Donc voilà, je recommande vraiment de lire ce livre. Pas bon, de le lire en entier, mais comme ça peut nous servir de référence quoi, en fait. Voilà, je le partage. Je pense. Exactement. Et donc, si pendant la compétition, on trouve qu'il y a des parties du livre qui pourraient être intéressantes ou pertinentes, on va peut-être les recommander et potentiellement les utiliser dans les sessions que nous ferons. Voilà, donc c'est ça en fait. Et je pense que on va pas juste se limiter à Kaggle en fait. On va explorer d'autres plateformes comme Zindi et aussi Omdena. Bon, Zindi c'est beaucoup plus pour les Africains. Donc les challenges sont plus pour l'Afrique en fait. Même si bon, il y a des Indiens qui participent, des Russes aussi. Donc voilà, c'est ça en fait la compétitive data science en haut. Et aussi, j'espère qu'on aura des séances en présentiel. Comme ça, on pourra se rencontrer tous et puis voilà, quoi. Comme je l'ai dit, partager, s'entraider et pousser chacun d'entre nous vers le haut en fait. J'espère vraiment que d'ici la fin de l'année, on aura nos premiers Kaggle Master. Oui, certainement, certainement. Donc, on essaiera d'avoir le maximum de sessions présentielles possibles. Et j'en profite pour aussi annoncer un hackathon prochain qu'on va organiser. Donc, Galsen AI va organiser avec un partenaire local. Donc, ce sera l'occasion aussi de pratiquer un peu ce que vous aurez appris et de déjà compétir entre vous donc, avant de vous lancer dans des compétitions internationales. Donc voilà, je pense que la séance ne pouvait pas mieux tomber. C'est bon, est-ce que Ismaël Abdoulaye, vous avez un mot de clôture pour clôturer la séance? Déjà, est-ce qu'il y a des questions par Voilà, en rapport fait, oui. à S'il tout y ce a qui des a été dit? questions, Donc, s'il y a des questions, vous pouvez directement unmute votre micro et poser votre question. et aussi, n'hésitez pas à poser, comment dirais-je, des choses en fait. Soyez force de proposition. Comme je l'ai dit, c'est une communauté en fait. Donc, il n'y a pas de celui qui connaît mieux que moi. Donc, si vous avez des choses à proposer, on est là en fait. Oui, Abdoulaye, tu peux repréciser la date de clôture de ce challenge? Je pense que c'est quelque chose comme 14 mars ou un truc comme ça. Comme Oui, ça, on sait que le challenge a une durée fixée et que voilà, le temps est défini dès le début. exactement. Bon, attends, je vais aller au niveau. Et donc, si après vous avez des idées de challenge que vous voyez sur Kaggle ou Zindi et qui pourraient vous intéresser, vous pouvez nous en faire part. Comme ça, si on peut être plusieurs à participer, on peut s'entraider, faire des équipes et partager l'expérience qu'on gagne de ça. Que Donc, j'aimerais bien, comme nous l'avons déjà dit ici, et que d'ici la fin, qu'on ait nos gagnants, des gens qui sont bien donc, placés dans le- voilà, là c'est le timeline en fait. Euh, donc, les deadlines pour comment dire, commencer à entrer dans la compétition, bon, c'est le 7 mars 2023. Donc, la soumission finale, c'est le 14 mars. Donc, au plus tard, le 14 mars, vous devez avoir soumis vos notebooks en fait. C'est C'est ça. le deadline quoi. C'est ça. Et Il pour nous la laisse formation un mois. d'équipe, voilà, donc il nous reste quoi? Il nous reste 6 semaines environ, je pense. Ouais, ouais c'est ça en fait, un mois et demi. Voilà, donc pour la formation des équipes, ce que je conseillerais, c'est si vous comptez vraiment être actif, vous pouvez être actif et
dans quelques semaines, on verra, genre, ceux qui sont actifs, ils pourront continuer à faire des équipes entre eux. Parce que ce qui pourrait se passer, c'est qu'on commence à faire des équipes et que certaines personnes sont pas actives. Et malheureusement, d'après les règles de Kaggle, une fois qu'on a fait le merge entre deux équipes, on ne peut plus les séparer. Donc, si vous avez décidé de faire équipe avec quelqu'un et que cette personne ne travaille plus sur le projet, ce que vous faites plus, au final, vous avez exactement les mêmes choses. Donc, bon, c'est pas vraiment gênant, mais je sais que pour certains, c'est décourageant. Et que donc, voilà. Ouais. Il y a ça, il y a le fait qu'une fois qu'on a fait une soumission aussi, bon, on reste sur le leaderboard. Après, on ne peut pas, on peut pas enlever cette soumission-là. Mais de toute façon, c'est fun. Donc, l'expérience, en fait, c'est de l'apprentissage. Donc, pour moi, le bon mindset pour approcher ces compétitions-là, c'est le soit je gagne, soit j'apprends. Je perds jamais. De toute façon, on perd. Voilà. On gagne ou Ouais. on apprend. Et surtout si on gagne beaucoup d'argent quand même. Voilà. Bon. Ouais. At the end of the day, you are here for the money. Hein. Bonne chance pour gagner l'argent. Il faut beaucoup de courage et de ténacité, mais avec l'expérience, ça se fait. Non, je pense que c'est une Donc, motivation supplémentaire. ce sont des humains qui l'ont fait. Nous sommes des humains. Voilà. Nous pouvons le faire. Exactement. Bon, et dans le hackathon qu'on va organiser, ce sera plus accessible et il y aura de l'argent à gagner aussi. Ça va. Voilà, très bien. Ok, voilà. Nice. Bergen, moi, je suis content quand j'entends ça, quoi. De l'argent à gagner, en fait. Toi, on va vérifier si tu vas participer. Ah, c'est ouvert à tout le monde, non? Ouais, c'est ouvert à tout le monde. On va Voilà. participer. Et aussi, il faut insister par rapport à ça, en fait. C'est ouvert à tout le monde. Que tu sois ingénieur chez Nvidia, Google, ou que tu sois juste un débutant, c'est vraiment très démocratique, en fait. Donc, C'est voilà. ça. N'ayez Et pas peur, il aussi, faut juste un foncer, quoi, en fait. conseil, la méthode la plus efficace que moi j'ai trouvée pour m'améliorer en programmation ou autre chose, c'est de lire des codes de personnes où je suis sûr que ces personnes-là savent mieux coder que moi. Tu vas voir des méthodes. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Et tout de suite, maintenant, tu connais cette méthode. Donc, la prochaine fois que tu rencontres le même problème, c'est parce que tu l'as vu quelque part. Voilà. En tout cas, c'est très efficace. Ou lire les codes des grosses bibliothèques et tout ça. Bon, surtout si on n'a pas d'autre choix que de les lire parce qu'on doit faire des modifications dessus. Mais voilà. Oui, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle bon, les gars partagent souvent leur notebook, en fait. Permettre aux autres de lire et de mieux comprendre la compétition. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des notebooks que vous pouvez partager avec la communauté. Ce serait bien. Je ne sais pas si j'ai montré comment on peut partager son notebook. Bien, c'est pas important. Tu peux revenir dessus. Bon, tu peux passer sur ton notebook. Normalement, c'est sur un onglet en haut à droite, je pense, où c'est écrit Share, mais tu peux faire une démo en live là. Donc, je repartage. Donc voilà, si vous voulez par exemple partager ce notebook, on est cliqué ici. Donc par défaut, en général, le notebook est private. Si vous n'avez jamais partagé, donc si vous voulez partager, vous le mettez là, public. Et puis voilà, vous faites save. Après, normalement, ça s'affiche en fait. Voilà, donc comme ça, le notebook est partagé. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit lien. Donc vous pouvez utiliser le lien pour partager votre notebook, par exemple, sur les réseaux sociaux, en mode j'ai fait ce petit travail-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et potentiellement même pour vos CV, si vous avez fait un excellent notebook pour montrer vos dons de programmeur ou de data scientist, vous pouvez le mettre, vous pouvez le partager en ligne ou voilà. Si vous en avez besoin comme exemple, vous pouvez le mettre, le lien partageable sur vos plateformes de communication. Super, super. Bah, merci beaucoup Ismaël et Abdoulaye pour cette session. Je pense qu'on peut clôturer la séance et surtout, n'oubliez pas aussi, donc il y a un channel introduction dans le Slack. Donc, n'hésitez pas à vous présenter là-bas et à exploiter aussi le channel Hackathon pour toutes les questions, toutes
informations que vous souhaitez partager, donc vous pouvez exploiter à fond le channel. Donc il est là pour ça. Donc encore merci. Donc on va mettre en ligne l'enregistrement et par la suite on va aussi partager ça au niveau du channel. Inch'Allah, dès que c'est bon. Merci encore à tous et